Salut à tous et bienvenue dans Bits épisode numéro 120. Tout Normalement, bon, vous nous tout pile. entendez. Est-ce que vous nous entendez? Mais oui, tout va C'est bien. bon. Est-ce que vous nous entendez aussi sur Magellan? Normalement aussi. Voilà, on va faire un podcast audio. Du coup, il n'y aura aucune incruse dans cette émission, exprès pour être sur Magellan. Salut à tous, salut Guillaume FR Boucani, tout ça, Nico Poppy, Charlie et tout. C'est merveilleux. Bon, pas mal de sujets ce soir. On va revenir sur la WWDC d'Apple. Parce qu'il y a pas mal d'annonces. On va pas revenir sur tout, parce qu'il y a plein de trucs qui relèvent de l'ordre, j'allais dire, du détail, qui en fait sont un peu plus que des détails pour les utilisateurs iOS, mais qui restent du détail pour tous les autres. Comme par exemple... Non, on en parlera après. On fait un appel Skype. Pourquoi un appel Skype? Parce qu'il a envie de compliquer le fonctionnement du stream, Nico Poppy. Non. C'est un troll. Non, voilà. non. Et maintenant on est rodé, ça marche très très bien les appels Skype. C'est ça, exactement. Le seul truc différent, c'est que maintenant il y a un bip, parce que la machine à laver a terminé, et que et vous en avez entendu sans doute les propriétaires, les locataires du dessus taper au sol pour aller vite l'arrêter. Bon, du coup on a pas mal de sujets comme on disait, on va parler évidemment de Magellan, on va parler de la WWDC et de plein d'autres choses, et on va commencer tout de suite avec justement la WWDC, et pas du tout dans l'ordre auquel on peut s'attendre, parce qu'on va commencer tout de suite par iPadOS. Random des news WWDC. Alors c'est pas random des news, c'est pas dans l'ordre des annonces. C'est-à-dire ça fait bizarre du coup quand t'as pas les majuscules et les minuscules, la casse. Oui, tu vois pas. Ça fait iPadOS. 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 Alors iPadOS. Et l'Apados. Qu'est-ce que c'est que iPadOS? Alors iPadOS, donc iPadOS, en gros c'est un fork d'iOS à partir de la version 13 pour l'iPad. Alors, super, merci. Allez, annonce voilà, suivante. alors suivant, donc du coup on va parler d'iOS 13. Alors. Non, c'est un fork qui a une particularité, salut Bachelli08, qui a une particularité quand même, c'est que il reprend vraiment la base d'iOS 13, mais il rajoute des fonctionnalités vraiment propres à l'iPad, comme par exemple la nouvelle page d'accueil. Oh. Donc c'est tout bête, mais on a une nouvelle page d'accueil. Alors attention, grosse révolution chez Apple, hein. Voici la nouvelle page d'accueil. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, vous avez la Today View, comme il l'appelle. Donc, en gros, c'est le centre, ce sont les widgets, qui jusqu'à présent, sur l'iPad actuel, étaient à peu près dégueulasses à utiliser. Là, la nouveauté, c'est qu'en fait, vous pouvez les caler à gauche, donc avec l'heure qui apparaît en grand et tout. Et dessus, vous avez ce que vous pouvez mettre dans des widgets classiques, hein, donc de la météo, les derniers titres, voilà, ce genre de choses. C'est plutôt pas mal. Sachant que vous pouvez dire si vous voulez la laisser de façon permanente ou pas. En vue comme ça? Ouais. En accueil comme ça? Ouais, donc exactement. Comme ça, t'as les widgets. Une page Android. Alors non, parce que chez Android, tu pourrais placer les widgets où tu veux. Là, ça reste à gauche. Ça permet du coup d'avoir des icônes moins espacées sur l'iPad, parce que c'est vrai que c'était un peu... c'était le trou. Ouais, il y a des trous entre chaque icône. Je pense qu'il y avait moyen d'y mettre un iPhone entre chacun. et du coup, là, ça permet de réduire un petit peu l'espace utilisé par les icônes, et c'est pas plus mal. Donc voilà, et évidemment, comme ils vont annoncer le Dark Theme pour iOS 13, ils ont aussi annoncé le Dark Theme pour iPadOS. Donc là, vous avez la même chose, mais en version trop dark. Voilà, donc nouvelle page d'accueil. Dans le thème, t'as vu les couleurs? Ouais, t'as les mêmes couleurs. Même couleur de fond, l'écran, ouais, c'est parfait. Pas mal, t'es dans le thème trop dark. Ouais. Donc voici là, donc, une des nouveautés. Ensuite, il y a une meilleure gestion de l'USB. Maintenant, il va gérer les clés USB et les disques durs externes. Non. Ouais. Dans le gestionnaire de fichiers et tout mais ça. Mais pas n'importe lesquels, pas tous. Ouais, pas tous, mais presque. Hein. Ainsi que la gestion des disques partagés sur le réseau en SMB. Donc, vous avez les NAS qui vont apparaître, du coup, par exemple, ou les espaces partagés, directement dans la vue fichier, sans trop vous compliquer la vie. Faire des copiés entre eux et tout ça. Ils ont revu l'appli fichier. D'ailleurs, est-ce que j'ai une capture? Ouais, si, j'ai une capture un peu du volet droite de l'appli fichier, où maintenant on peut trier les fichiers par date, machin, tout ça, bref. Quand vous cliquez sur un fichier, vous avez des informations complémentaires, vous pouvez l'annoter si vous voulez, rajouter des tags. Enfin, vraiment, c'est la même chose que ce que vous trouvez sur le Finder du macOS. Donc voilà, plutôt cool. Tu veux dire que iPadOS se rapproche de macOS? Ouais, iPadOS se rapproche vachement de macOS, et même... Alors, tout en conservant des spécificités d'iOS. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une approche, je prends l'OS de bureau, je la mets dans une tablette parce qu'on sait que ça marche pas. Mais c'est plutôt, on va prendre l'OS mobile et on va le faire se rapprocher de l'OS de bureau en adaptant un petit peu l'interface. Converger les interfaces. Voilà. Il y a la prise en charge de la souris, mais attention,
les souris USB et Bluetooth. Mais attention, c'est fait normalement pour les personnes qui ont des soucis moteurs et qui ne peuvent pas utiliser un écran tactile, par exemple. Donc ils expliquent ça, que ça fonctionne avec des souris et des joysticks en particulier. C'est plus pour l'accessibilité. D'ailleurs, le curseur est bien dégueulasse. C'est un gros rond touch comme si c'était un doigt en fait. C'est une simulation de doigt. Voilà, donc c'est pas vraiment fait pour utiliser une souris. Un doigt simulator. Et oui. Les premières versions d'Android avaient ça aussi. Ouais. Ils avaient supporté la souris, mais c'était que un truc tactile comme ça. Exactement. Donc il y a des nouveaux raccourcis avec du multi-doigt. Donc par exemple le copier-coller, hein, donc là on voit qu'il fait un coller. Donc si vous faites un pinch out, vous collez. Si vous faites un pinch in, vous copiez. Si vous faites 2 fois un pinch in avec 3 doigts, ça coupe carrément. Bon, dans les faits, si vous regardez bien sur le clavier, en bas à gauche, vous avez coupé, copier, coller, hein, les icônes juste au-dessus du clavier. Comme c'est à l'heure actuelle d'ailleurs, mais ils ont rajouté des gestes pour ceux qui veulent les utiliser aux gestes. C'est pas une obligation, mais voilà, ça se fait. Autre nouveauté, la possibilité de réduire le clavier et de le mettre dans un coin de la tablette pour l'utiliser à un seul doigt. Bah ouais. Tu vois là par exemple, si quelqu'un me parle dans le chat et je veux répondre, plutôt que de cliquer et ça me bouffe la moitié de l'écran, et ben en fait je peux avoir un clavier qui sort sur le côté et utiliser même le swipe. C'est ce que je vois, c'est ce qu'ils mettent avec le swipe, c'est génial. Avec un doigt, c'est l'usage parfait. Ouais. C'est l'usage parfait, donc ça je trouve ça plutôt bien intégré en tout cas. Ils ont modifié aussi le multitâche, puisque maintenant donc on a alors le multitâche existait déjà sur iPad. Bon là par exemple j'ai 2 applis, j'ai Twitch et Safari. Une petite application en même temps sur le même écran. Split view, tout ça machin. Il y avait une particularité, c'est qu'on pouvait rajouter une 3e appli en survol. Donc voilà, que vous pouviez placer tout simplement par-dessus les autres ou remplacer d'ailleurs votre appli, ce que je viens de faire comme un débile. Du coup, tu as perdu tes notes, c'est parfait. J'ai perdu mes notes. Mais voilà, donc vous pouviez déplacer des applis, tout ça machin. Et l'application que vous pouviez appeler comme ça en volée rapide sur la droite, eh bien maintenant vous avez la possibilité de la changer. Ils ont rajouté en fait une petite, comme la barre de navigation qui est tout en bas, ils ont rajouté une barre de navigation à l'intérieur même de cette fenêtre-là. Et vous pouvez swiper comme si c'était en gros une émulation d'iPhone dans la fenêtre. D'accord. Donc c'est plutôt bien fait. Donc, voilà. Du coup, tu peux basculer n'importe laquelle des 2 apps que tu as dockées. Ouais, tu vois là par exemple sur mon appli Twitch, bon les gens ne le voient pas, mais tu peux swiper d'une app à l'autre. Et ici en haut, donc il y a un système il y avait un système d'ancrage en haut qui maintenant sert à faire apparaître un multitâche d'applications comme ça. D'accord. Et du coup, tu choisis l'app que tu veux. Bon, bref, c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait sur la gestion du multitâche et du split view. L'autre nouveauté aussi, c'est la possibilité d'avoir plusieurs instances de la même application dans le multitâche. Donc par exemple, peux avoir plusieurs onglets Safari. Jusqu'à présent, si je voulais avoir les notes de l'émission par exemple et un autre navigateur, il fallait que j'ouvre Chrome par exemple à côté. Maintenant, je vais pouvoir prendre un onglet et l'ouvrir à côté, ou plusieurs notes, ou plusieurs mails. Je peux rédiger un mail et après lire un mail. À ça. C'est vrai qu'effectivement, je me sers beaucoup du split screen sur Android, mais c'est vrai qu'ouvrir 2 Chrome à côté, ça aurait été hyper intéressant. Voilà, là tu peux. Ouais. Mais ça m'est jamais arrivé en fait comme besoin. Donc bon. Voilà, là, moi ça m'arrive assez souvent avec la régie. Si je veux vérifier un truc, machin de ça, je vais avoir un deuxième navigateur. Pour la productivité sur un iPad, c'est clair que c'est intéressant, bien sûr. Complètement. Même pour la prise de notes, tu veux reprendre un truc ou répondre à un mail. Tu fais répondre à un mail, par exemple, et tu as besoin d'aller chercher une info dans un autre mail. Tu es obligé d'enregistrer en brouillon et d'aller chercher un autre truc. Voilà. Surtout que tu utilises de plus en plus d'applications web, donc tu es dans le navigateur, donc forcément, si tu veux jongler entre applications, il faut que tu jongles entre des navigateurs. Voilà, donc bon, bref. Vivement que Windows le propose. Merci le troll. Voilà, vivement aussi que Microsoft propose des tablettes qui durent aussi 10 heures d'autonomie avec cette qualité d'écran. Bref, et cette puissance de calcul inégalée. Donc le multitâche, la même app, ok, nouvel écran, on l'a dit. Le split over, c'est ça l'application qui se met par-dessus. Le pencil qui a été optimisé maintenant, 9 millisecondes de temps de réponse avec les nouveaux algorithmes de gestion du pencil. Et par rapport à combien ? À 20. Ils étaient à 20, ils passent à 9. Ah ouais, c'est pas mal. C'est a priori ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de réactivité. 9 millisecondes, on a vraiment la sensation, alors il disait déjà franchement quand vous l'utilisez au quotidien, c'est ouf la rapidité du pencil, t'as l'impression de vraiment d'écrire sur du papier. C'est le temps entre lequel toi tu réagis sur l'écran et le temps où l'application derrière prend en compte et fait le trait. Si tu es sur un logiciel de dessin, c'est le lag que tu vas avoir entre le trait sur l'écran et le dessin qui se dessine derrière dans l'application. Donc c'est hyper important, on est vraiment sur du lag et effectivement sur du dessin comme ça et pour de la précision. 9 millisecondes, autant vous dire,
C'est assez ridicule. Ouais, mais on disait ça, tu sais, à chaque fois sur les écrans pour le gaming. Oui. Et on est toujours descendu. À chaque fois, on disait, ouais, mais maintenant, c'est toujours mieux. Maintenant, on voit plus la différence. Et jusqu'à 2 millisecondes, maintenant, on est sur les écrans. Donc, je pense que ça va continuer à s'améliorer. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'à un moment, 9 millisecondes, on va se rendre compte que c'était. Sans changer le matériel, que les choses soient claires. C'est que le logiciel. Bon, ça, c'est top. Ouais. Franchement, c'est donc, les iPads existants vont bénéficier. Là, on voit aussi la nouvelle barre d'outils qu'on peut déplacer. C'est ça la nouveauté, c'est-à-dire qu'on avait une barre d'outils dans l'outil de notes par exemple qui apparaissait en bas, qui permettait d'afficher les différents outils, couleurs, machin et tout, mais elle n'était pas terrible, très honnêtement, même en termes de design et tout ça, elle n'était pas terrible, et surtout elle était inamovible. Donc elle apparaissait toujours en bas, c'était chiant. Là maintenant vous pouvez la placer où vous voulez, même la réduire, ça fait juste un petit point que vous pouvez placer où vous voulez, et quand vous cliquez dessus, vous ouvrez l'outil, vous sélectionnez dessus, et elle se réduit. Donc plutôt cool, ils l'ont redesigné, et en termes d'ergonomie c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Cool. Le navigateur web qui maintenant devient un vrai navigateur de bureau. Donc c'est plus un user agent de mobile dans Safari. Et donc plutôt que d'afficher des sites mobiles, on va enfin avoir des versions bureau en gros de site web. Mais tu peux forcer et dire je veux la version mobile. Ouais, alors après les sites qui se basaient sur ce user agent pour détecter mobile ou pas, c'était pas forcément les meilleurs sites, mais bon, il y en a quand même encore plein qui sont comme ça. Mais il y en a plein, des sites de banque en particulier qui n'ont rien compris. Ouais, non, mais bien sûr. Mais du coup, maintenant, ça permet de se raligner sur un fonctionnement bureau. Et ils ont optimisé du coup tout ça pour le fonctionnement par exemple avec les Google Docs, Squarespace, WordPress et tout ça qui était assez mal géré par la version mobile de Safari. Et maintenant, c'est réglé. Ouais, j'ai vu des tests, les gens me disaient que ça fonctionnait même mieux que sur certains sur desktop. Mieux que sur desktop, ouais. Il y a un gestionnaire de téléchargement maintenant qui apparaît aussi dans Safari mobile, ce qui est plutôt cool. Tu peux voir tous les téléchargements en cours, mais du coup tu peux en lancer plusieurs. Ce qu'avant tu ne pouvais pas faire. Ça rejoint l'évolution de la partie fichier également, donc on se rapproche énormément quand même de il y a plein de nouveaux raccourcis clavier si vous utilisez un clavier, mais bon voilà. Amélioration des onglets, voilà, modification du texte amélioré, bon bref. Donc plutôt cool, hein, franchement, les nouveautés annoncées sur iPadOS. Il y a une liste longue comme le bras, mais on va se contenter de ça, c'est on va dire les principales différences avec iOS 13, et on va détailler un peu plus avec iOS 13. Tiens, je vais enseigner direct avec iOS 13. Comme ça, c'est. Tant que tu lances, on remercie Hydreliox pour son. Merci Hydreliox pour le sub. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Le Dark Mode. Tadam ! Génial, parfait. Ça, ils ont tellement fait la promo, c'était relou. Donc voilà. Et maintenant, tu sais que mais ils se sont foutus de la gueule quand même du truc. Hein. Bah. Là, non, mais enfin, ils ont eu une espèce d'autodérision sur la partie Dark Mode, où ils ont montré l'équipe d'ingénieurs, tu sais, qui ont bossé sur le Dark Mode, je sais pas quoi, machin, et tu les vois, j'allais dire habillés normalement, et ils deviennent de plus en plus gothiques. Au fur et à mesure, tu sais, de l'évolution et des itérations du Dark Mode, à la fin, ils sont complètement dark. Et c'est n'importe quoi, en fait. Franchement, c'est n'importe quoi, c'est limite Kiss, tu sais, à la fin. C'est ça. Donc, voilà, la présence du nouveau Dark Mode, alors ça accompagne de nouveaux fonds d'écran, machin et tout, on s'en branle. Mais why not ? Surtout un truc hyper important qui débarque avec iOS, mais pas que iOS, avec aussi macOS, mais je l'ai mis là-dedans, c'est le Sign In with Apple. Donc il y a beaucoup d'applications qui aujourd'hui vous proposent de vous connecter avec Facebook Connect ou avec, enfin ça peut plus Facebook Connect, mais avec Facebook ou avec Google ou avec Facebook ou Google. Ouais, voilà. Et donc là maintenant, il y en a pas mal qui utilisaient avant Microsoft aussi, Windows Live. Ouais. Il y en a plus beaucoup, mais il reste Feedly, je crois, qui l'utilise encore. Mais bon, ah oui, et le Dark Mode, c'est soit tout le temps, soit en suivant l'heure de la journée. Alors, ça va même très loin, c'est soit une heure fixe, soit au coucher du soleil. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où tu es, il dit, bon, le soleil s'est couché, hop, Dark Mode. Parlons de Sign with Apple. C'était le passeport qu'ils avaient fait Microsoft. Oui, le passeport, ouais. Pardon, ça me revient comme ça, là. Donc, le Sign In with Apple, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée de... Quand on te demande d'inscrire à une application, donc ils ont pris l'exemple de l'application Bird, application de trottinette. Donc, vous avez un Sign In with Apple ou Sign In with Email. Bon, après, il aurait pu y avoir Facebook, Google et tout ce qu'on veut. Et donc, en gros, quand vous cliquez dessus, ça va vous demander, déjà avec Face ID ou Touch ID, de valider votre identité. Et ça va vous dire, voilà, l'application a besoin de ces informations-là. Donc, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, j'en sais rien. Comme quand tu donnes ces infos-là, voilà. Avec ça, ton profil. Et ensuite, il va te demander la façon de te contacter. Donc, genre, est-ce que vous voulez du coup partager votre email ? Et c'est là que la feinte intervient. C'est-à-dire que soit vous partagez votre email, soit vous partagez pas votre email. Et si le service dit OK, j'accepte sans email,
c'est plutôt rare, mais why not. Ou alors, vous partagez un junk mail, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, vous avez une adresse mail qui n'est pas temporaire, hein, une adresse mail genre... qui est aliasée. Qui est aliasée, donc genre plein de chiffres à la noix, impossible de vous reconnaître avec ça, @appleid.com par exemple. Vous avez cette adresse mail-là. Et du coup, quand le service va vous écrire pour confirmer l'inscription, par exemple, ça va quand même rediriger vers votre adresse email Apple classique, quoi. Donc, vous pouvez quand même valider l'inscription, tout ça. En gros, le service tiers ne voit jamais votre vrai email. Et l'idée, c'est que même en ligne, vous pouvez gérer les adresses mail et dire, bah tiens, un jour, je veux plus que ce service m'envoie des mails ou je veux virer mon accès à ce service-là. Vous pouvez virer l'adresse mail. Et du coup, quand ils essaieront de vous contacter via cette adresse mail, elle sera inaccessible puisqu'elle sera détruite, ça sera de la poubelle, voilà. Exactement. Donc pas de spam pour les services auxquels vous voulez pas. L'idée même derrière ça, c'est que ils disent que c'est fait pour éviter aussi le tracking. C'est-à-dire que Apple va pas partager genre votre liste d'amis, vos posts Facebook, machin et ça. Il y a plein de services, d'applications qui le demandent. Je suis moins convaincu quand même. Et le croisement des données avec qu'on s'appelle l'adresse mail en disant on vend ton adresse mail et on sait que cette adresse mail correspond à un profil Facebook par exemple, ou correspond, je sais pas moi, à un profil Spotify ou j'en sais rien. Bref, croiser les données en fait, et pour éviter ça, pour éviter d'identifier finalement l'utilisateur finement avec les services qu'il utilise et tout ça, en gros dire vous avez une adresse mail unique par service, donc vous serez plus vraiment identifiable via votre mail. Et après même le nom prénom, des fois ça suffit pas, c'est pas. Et puis tu peux dire mettre ce que tu veux en nom prénom en fait. Mais c'est pas un critère unique. C'est pas un critère unique, tu peux avoir plusieurs. Moi des bonnets Cédric, il y en a plein. Donc voilà, t'es anonyme, c'est parfait. C'est parfait. Donc ça c'est une des grosses nouveautés. Donc, ça rejoint leur mouvance sur la protection des données, la sécurisation, exactement. etc. Ils montrent que ils veulent proposer ce service-là à tout le monde. Hein. D'ailleurs, ça ne sera pas uniquement que sur leurs applications et tout ça. Les sites web y ont accès. Le gros intérêt que tu as avec ça, c'est que ça t'enferme encore plus en fait dans leur écosystème. Ah, bien sûr. Donc après, une fois que tu t'es identifié sur tous tes services par le login Apple, voilà, et bien après, pour t'identifier ailleurs, si tu vas sur Android, comment tu vas faire voilà. Tu es obligé de passer par la plateforme Apple. Ils vont forcément passer par autre chose. Tu n'auras pas le Face ID, tu n'auras pas tout ça dessus. Exactement. Donc bon. Mais après, tu peux aussi t'identifier avec le sign-in, tu peux t'identifier avec ton identifiant. Ton Apple ID directement. Ton Apple ID, parce que par exemple, tu es sur un navigateur web, sur un PC fixe, tu fais sign-in with Apple, tu vois, par exemple, je sais pas moi, je viens chez toi, j'ai besoin de vérifier un mail que je veux t'envoyer ou j'en sais rien, bref, ou même me connecter à un service en ligne pour te montrer un truc, je me connecte avec mon profil, avec mon vrai, moi je tape mon vrai identifiant qu'Apple voit, avec le sign-in with Apple, mais le service en face n'aura jamais mon vrai mail, tu vois ce que je veux dire ? Ça peut marcher quand même, effectivement. Ouais, c'est beaucoup moins fluide. Comme tu le ferais, si je viens chez toi et que le service se connecte à Facebook, il faut quand même que je tape mes identifiants Facebook sur ton navigateur. Non, c'est sûr. Voilà, ou sur une session privée ou que sais-je, voilà, vous pouvez quand même le faire. Donc même si tu es Android, tu pourras le faire, simplement tu n'auras pas la facilité du Touch ID ou du Face ID comme tu l'as sur mobile. Voilà, c'est tout. On peut avoir un Apple ID sans avoir aucun device Apple? Oui, tu peux. Il faut juste une adresse mail. Voilà, il faut juste une adresse mail ou même tu as une adresse mail. Si, il faut une adresse mail. Oui, il faut une adresse mail genre Gmail ou ce que vous voulez. Et ensuite, il va vous créer une adresse mail iCloud. Donc, voilà. Associé. Ouais, Mister SP, Microsoft veut supprimer le mot de passe. Bon bref, c'était l'Apple Sign-in qui débarque du coup avec iOS entre autres. Il y a Plan qui a été revu. Alors, c'était pas trop tôt. Donc c'est surtout les États-Unis qui sont concernés aujourd'hui. Donc à droite, on voit l'ancienne version et à gauche, la nouvelle version de Plan. Ils ont beaucoup plus détaillé les bâtiments et tout ça grâce à des véhicules qui sont passés dans la rue et pas que. Images satellites et tout ça. Ils ont fait une modélisation 3D de beaucoup d'immeubles et les espaces verts aussi qui ressemblent vraiment maintenant à des espaces verts. Avec les lacs, les plans d'eau et tout ça qu'on n'avait pas forcément avant, le relief et compagnie. L'aéroport qui est beaucoup plus détaillé et tout ça. Donc bon bref, ils ont un petit peu amélioré le truc. Ils ont aussi annoncé donc Apple Plan Look Around. Donc c'est leur Street View de chez eux. Et oui. C'est Street View de chez eux qui a une particularité quand même, c'est qu'il est modélisé en grande partie en 3D. C'est pas juste du plaquage de texture. Du plaquage de texture sur une sphère, comme on a dans Street View. J'ai pas trouvé de gif parce que j'aurais bien voulu vous le montrer, parce que c'est là où c'est parlant, c'est quand c'est en mouvement, où on voit pendant la démo la bonne femme en fait avance dans une rue et on a la sensation, alors ça avance pas comme Street View, tu sais, genre t'as fait un warp, un bond dans le temps, ça devient tout flou et les textures étirées dégueu. C'est ultra fluide,
et on a vraiment la sensation d'un univers modélisé en 3D avec la profondeur des... Enfin, je sais pas, on voit des façades de bâtiments qui sont modélisées 3D. Tout ça, c'est ultra bluffant. Alors, c'est rigolo parce que sur Frandroid disait Apple a 2 doigts d'inventer Street View. J'aurais pas dit ça, parce que quand on voit la différence de qualité entre les deux services, ouais, mais après, je suis pas certain de ça. Mais je suis sûr qu'ils vont pas pouvoir le faire partout dans tous les. Ils ont promis la couverture des États-Unis au complet d'ici la fin de l'année. De tous les États-Unis l'année prochaine. Ouais. Avec une vue 3D comme ça. Ouais, ils sont déjà vachement avancés. Donc voilà, et pour le reste, ça viendra maybe one day. Mais voilà, on n'y est pas encore. D'ailleurs, moi, la vraie question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'ils ont modélisé aussi finement les façades 3D, tout ça. Et en fait, ils ont dû sans doute utiliser des caméras avec profondeur de champ, comme ils le font finalement sur les iPhones, avec deux optiques et tout ça. Donc voilà, c'est bien en VR, exactement. Ouais, ça peut être très bien en VR. Et honnêtement, c'est assez bluffant. Au début, je me suis dit, ouais, ok, c'est bon, Street View, on s'en servira pas de plan. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand j'ai vu l'amélioration de plan et tout ça, je me suis dit, bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais franchement, je me suis dit que ça allait dans le bon sens. Voilà. Après, on verra dans les faits comment ça sera traduit. Les fonctionnalités supplémentaires, donc on a Rappel qui adopte un nouveau look. Le voici en version dark. Avant, ça ressemblait à un truc dégueulasse à base de cartes. Vraiment pourri, hein. Je vous le dis direct. Salut Julien. Vraiment pourri de chez pourri. Et donc voilà, ils ont réorganisé complètement l'appli, ils l'ont refaite. Et c'est pas plus mal. Elle va quand même être utilisable enfin. Message, maintenant on peut, comme sur WhatsApp, définir une image de profil pour iMessage. Alors c'est un détail pour vous, mais pour beaucoup de gens ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu vois, tu peux attribuer une photo à tes contacts, et t'envoyer un iMessage, c'est la photo que tu leur avais attribuée. Oui. Voilà. Et là l'idée c'est que des fois tu mets pas de photo à tes contacts, donc tu as genre les initiales. Tu vois, pour toi par exemple, j'aurais CC si j'ai pas mis de photo. Voilà. Et sauf que CC c'est pas très parlant. Faut à chaque fois lire le nom, machin et tout ça. Et donc toi, tu peux très bien dire de ton côté sur ton iMessage, dire voilà, ça c'est ma photo de profil. Et voilà mon alias aussi. Tu vas obligé de dire Christophe Kamikaze, tu peux mettre un alias. Par exemple, Valérie pourrait mettre Chagara en alias, et du coup, quand elle m'écrit dedans, ça écrirait Chagara. En gros, les fonctionnalités de WhatsApp basiques qui arrivent dans iMessage. Les Memoji maintenant qui créent des autocollants, on n'a tellement rien à foutre. Mais pourquoi pas. Voilà, maintenant il y a des piercings aussi, hein. C'est merveilleux. Oui. Siri, qui a une voix plus naturelle. Ça, par contre, c'est vraiment cool. La démo qu'ils ont faite a été assez impressionnante. Ouais, j'ai vu. Les raccourcis Siri qui prennent en charge des automatisations suggérées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut créer des raccourcis Siri avec des applis qui te le proposent. Sauf que là, maintenant, ça va être basé sur tes habitudes. Donc, en fonction de ce que tu fais avec ton téléphone et tout ça, quand tu vas aller dans les raccourcis Siri, il va préconfigurer en te disant vous envoyez souvent un message à cette personne à telle heure et vous lui dites souvent ça. Est-ce que vous voulez créer une automatisation, un raccourci Siri? Et donc, tu peux dire oui. Merde, voilà. Tais-toi. Donc, tu peux dire oui et ça créera l'automatisation. Le truc, c'est que l'application raccourci maintenant devient intégrée à l'OS. Jusqu'à présent, il fallait la télécharger. L'application raccourci Siri. Là maintenant elle est intégrée à l'OS parce qu'ils pensent vraiment que les gens vont enfin l'utiliser. Ils ont rajouté une galerie de raccourcis pour que les gens une galerie type, et ils ont revu un petit peu l'interface pour la rendre un peu plus accessible. Recettes. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mal. Franchement, le truc est pas mal fait. CarPlay qui a droit à une mise à jour majeure et complète. Puisque là aussi c'est pareil, ils ont revu complètement l'interface, c'est-à-dire que de base on avait les icônes comme sur un téléphone ou un iPad. Là maintenant on a une vue qui est coupée en 3 parties, enfin après ça dépendra je pense des configurations dans les véhicules, si l'écran est à l'horizontale ou à la verticale, mais à gauche vous avez la navigation, donc la carte en cours, la navigation classique. Sur la droite vous avez par exemple la musique, et un peu plus bas vous avez genre les contacts rapides pour les appeler, enfin voilà. C'est personnalisable, donc plutôt cool. Et vous avez un menu pour basculer sur l'affichage avec les icônes classiques. Plutôt bien. Plutôt bon move sur CarPlay. Et évidemment, les tierces... Siri est pris en charge dans les applications de tierces parties de navigation. Hein. Donc genre Waze, Google Maps et tout ça. Vous pouvez utiliser Siri pour les commander, pour les piloter. Donc ça c'est bien. Je trouve que c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ouais, le HomePod
qui maintenant détecte la voix. Il y a un voice match comme chez Google. Donc on peut savoir qui lui parle. Donc quand vous demandez ce qu'il y a sur l'agenda, ça va pas vous donner l'agenda de la personne qui a configuré le HomePod. Mais tu l'enregistres par quoi? C'est une bonne question. Il n'y a pas eu la démo sur ça ni rien, mais je pense que le truc va être enregistré sur le HomePod en disant est-ce que tu peux enregistrer ma voix? Il va te dire oui. Et quand tu associes un profil machin, et il va te dire qui tu es, machin, tout ça, et bon, bref. Et après, je pense depuis l'appli HomePod. C'est sûrement ça, ouais. Donc, bon, bref. Donc, c'est une petite nouveauté. Sur les AirPods, Siri est capable de lire les messages entrants des réceptions. Donc, en gros, si vous êtes en train d'écouter de la musique, vous recevez un message, et ça te dit, par exemple, Christophe m'envoie un message, et il me dit Cédric, tu vas être en retard, on n'est plus que 5 minutes avant le tournage. Donc, moi, je vais l'entendre. Et quand le message a fini de lire, je peux dire tout de suite réponds que je suis à 2 minutes, donc ça devrait le faire. Et du coup, il reçoit le message immédiatement. Et ça permet d'avoir une conversation un peu plus naturelle sur la réception et l'envoi de messages. C'est très bête, mais quand moi je reçois un message sur le AirPods, ça te dit vous avez reçu un nouveau message, ouais super. Ou des fois ça te dit rien du tout, tu sais que tu as un nouveau message. Et donc là tu dois demander à Siri quel est lis-moi le dernier message, machin. Bon. C'est bordélique. Là, vous avez direct le message. Si vous êtes en train de courir, par exemple, vous avez direct le message. Vous savez si c'est important ou pas. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ils ont rajouté aussi le blocage des appels masqués. Tu tombes sur la messagerie direct. Tu tombes direct sur la messagerie. Voilà. Donc les AirPods, ça c'est bien. Et aussi une fonctionnalité de partage audio. Quand on regarde par exemple un film ou une série sur un iPhone et que l'autre personne a aussi un iPhone et des AirPods, on peut partager l'audio. C'est-à-dire que l'audio va transiter sur son téléphone qui va passer dans les AirPods et toi tu as aussi tes AirPods sans latence et vous pouvez regarder ou écouter le même morceau de musique. Ça je pense que c'est bien pour les groupes de jeunes notamment, t'en as plein qui se réunissent souvent autour des téléphones qui mettent la musique à fond sur le haut-parleur et puis voilà tu le parles partagé avec un truc comme ça, c'est pas mal. Moi je pense pas qu'ils aient tous des iPhones et des AirPods mais... Non mais bon. Mais pour un usage comme ça. Voilà. Pour ça ou par exemple tu regardes une série dans le train avec quelqu'un à côté de toi et chacun a un écouteur. Bon, c'est ça. Fini, vous pouvez faire ça comme ça. Le truc qui sera assez sympa, ça serait que ça fonctionne aussi avec l'iPad. Parce que là, pour le coup, tu lances la série sur l'iPad. Moi, j'ai mon iPhone. Cross application, je mets tu vois, et du coup. Cross device, ça serait top. Ça serait top. Et je pense qu'avec l'iPad, ça pourrait fonctionner. Avec le Mac, peut-être pas. Mais l'iPad, c'est vraiment la même structure que l'iPhone. Ces fonctionnalités risquent d'être disponibles. Et ça peut être carrément cool, quoi. Donc voilà, plutôt sympathique. Le contrôle vocal aussi. Non, c'est pas grave. Le contrôle vocal, donc ça aussi c'est pour l'accessibilité, c'est aussi dans macOS. Vous pouvez parler à votre OS pour lui dire, je sais pas moi, clique sur tel machin, coupe l'écran en carré, affiche les chiffres. L'accessibilité. Ça t'affiche les chiffres. Par exemple, sur le bouton envoyer, c'est le numéro 13 et tu dis 13 et ça envoie et ainsi de suite. Bon, bref. L'accessibilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais essayer de passer vite. Note qui a été mis à jour. L'absenté qui propose des fonctions de surveillance de l'audition. On va parler dans WatchOS. Réglage service de localisation. On peut dire que la localisation sur une app par exemple ne fonctionne que pendant une journée. Ça c'est une nouveauté aussi. Ouais. Amélioration des performances aussi. Face ID qui se déverrouille plus vite. Nouvelle méthode de création de package pour les applications iPhone et iPad. Du coup on réduit la taille des téléchargements de 50%. Celle des mises à jour des apps de 60%, et les apps se lancent jusqu'à 2 fois plus vite. Donc, en même temps, ils ont augmenté la taille max de l'app, du package d'app disponible dans lequel tu peux embarquer des trucs. Au-delà de 200 mégas, je crois. Exactement. Donc, bref. Mais ils ont découpé les packages, ils vont télécharger en plusieurs bouts. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est comme sur Android. Comme sur Android, exactement. Donc voilà, par exemple, là, on a... c'était quoi? Ça, c'est Plan. La nouveauté dans Plan aussi, c'est l'ajout de favoris. Vous pouvez créer des collections de lieux et y associer une image si vous souhaitez. Et il y a les boutons, vous avez des boutons de favoris maintenant qui sont beaucoup plus accessibles et tout ça. Et personnalisables. L'application photo qui a été mise à jour avec une vue année, mois, jour, ou toutes les photos. Et ce qui est pas mal, c'est quand vous êtes sur la vue année, si par exemple c'était l'anniversaire de votre fille, il va vous montrer de toutes les années présentes les photos qui avaient été prises ce jour-là. Et donc il y a de fortes chances que vous ayez des photos de votre fille ou votre fils toutes les années présentes. L'évolution des années. C'est contextuel en fait en fonction de la date. La vue est contextuelle. La fonction photo se dote d'une fonctionnalité d'éclairage studio, donc vous pouvez avancer ou reculer les éclairages pour améliorer votre prise de photo. Enfin bon, bref, des détails de l'histoire. On passe très vite fait sur WatchOS. Il y a des nouvelles watch face. Voilà, des nouvelles watch face sont merveilleuses. Des watch face qui d'ailleurs normalement prennent toute la taille de l'écran et surtout,
qui prennent normalement toute la taille de l'écran et sur laquelle vous pouvez rajouter des complications et du coup ça vous les réduit en rond au milieu. Donc l'intérêt est plutôt pas mal. Une application cycle qui est aussi sur iOS en indépendant, pas besoin d'avoir une watch, pour suivre son cycle menstruel pour les dames, connaître vos jours de fertilité, tout ça, le niveau du flux et tout ça, enfin bref. C'est une fonctionnalité qui a apparemment été demandée, donc elle y est. Et la gestion aussi des risques pour l'audition. Donc quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, il y a un micro embarqué sur la montre et ça va vous dire là vous avez dépassé les 90 décibels. Attention, ça peut être dangereux. Attention, tu vas saigner les oreilles. C'est ça, tu vas saigner les oreilles et surtout vous avez un suivi. Ça c'est dans Hello World surtout. Ouais. Vous avez un suivi sur le long terme de ces alertes et donc si par exemple comme Charlie vous êtes un nightclubber averti, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes d'audition, mais au moins vous saurez pourquoi. Ça vous dira, voilà. Montre à l'atelier. Quoi ? Tu vas mourir. Ouais. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Donc du coup, ça va t'indiquer un petit peu si tu es exposé souvent à des bruits élevés et compagnie. Et donc il y a carrément une complication sur la montre qui t'indique en temps réel le niveau sonore de ton environnement autour. Voilà. Et un App Store. Du coup, les montres deviennent encore plus indépendantes du téléphone. Pas besoin d'installer les apps depuis le téléphone. Vous le faites directement depuis la montre. Franchement, la prochaine étape, c'est que la version 4G ait même plus besoin d'iPhone pour être activée. Franchement, c'est le next step, quoi. Et du coup, les gens qui ont des téléphones Android pourraient très bien utiliser une montre ou une Apple Watch, quoi. S'ils veulent dominer le marché du... Alors là, franchement, si l'intégration est bien faite, c'est-à-dire que si tu n'as pas des services trop dégradés, il y a peut-être moyen que ça puisse t'aurais pas Siri ou les commandes vocales, mais est-ce que tu les utilises sur ta montre ? Non. Bon voilà, mais après t'aurais tout le reste, la course, la musique, il y a Spotify maintenant. Ouais, mais avec quoi ils vont synchroniser, c'est-à-dire que si t'as pas, ça va pas synchroniser dans une app de santé, t'auras pas l'app de santé d'ailleurs pour agréger tout ça. Tu vas perdre des fonctions quand même. Bah ça dépend, s'ils sortent une application... Parce que tu peux le faire dans l'autre sens, tu peux avoir une montre Android sur iPhone, mais t'avais pareil, quelques services qui étaient t'avais quelques services, t'avais le service minimum, t'avais les notifications, les messages, et puis 2-3 trucs, mais c'était tout. Voilà, mais bon, on n'est pas très loin de la montre complètement indépendante, donc écoutez, ça avance petit à petit. Une bonne idée. Surtout que maintenant tu peux téléphoner et tout avec, donc c'est la fête. On va passer aussi rapidement sur macOS, putain j'avais pas appuyé sur le bon bouton, sur macOS Catalina, puisque c'est son nom. Les trucs à retenir, c'est l'appli musique, l'appli podcast et l'appli Apple TV qui débarquent. Tout ça pour tuer ce bon vieil iTunes. Voilà, c'est fini pour lui, sauf sur Windows où il continuera à exister. Mais sinon voilà, c'est terminé sur macOS. On n'a plus du tout d'iTunes. Ça a pris 18 ans de bons et loyaux services. D'ailleurs, ils ont bien rigolé sur ça. Ouais. En disant, regardez, ça c'est iTunes, machin. Ils nous font toute la rétrospective. Ils disent, maintenant on a rajouté le calendrier dedans. Et tu sais, t'avais le calendrier. Et on s'est dit, mais pourquoi pas rajouter les notes ? Et t'avais les notes dedans. Et les mails. Et t'avais les mails dedans. Tu vois, enfin bon, bref, ils ont grave exagéré. Autotroll. Ils ont dit, non, c'est bon, on a compris. Ça fait beaucoup de choses. C'est le bordel, voilà. Et les gens se sont posé la question, mais du coup, comment est-ce que je fais pour faire mes sauvegardes et tout ? Maintenant, c'est dans le Finder. Et voilà. Voilà. Vous branchez votre iPhone et c'est géré dans le Finder. C'est génial. C'est tout à fait logique. Exactement. Vous pouvez voir l'espace disque utilisé par les apps, les contenus sur votre téléphone et tout, mais voilà, ça semble complètement logique de l'avoir intégré là. C'est pas surprenant, tu l'avais pareil sur d'autres plateformes. Un truc vraiment qu'on avait vu arriver, c'est Sidecar, comme il appelle. Donc Sidecar, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. C'est la possibilité d'utiliser votre iPad comme un écran externe de votre Mac, qui en plus du coup est tactile, gère parfaitement le pencil et compagnie. Donc pour les graphistes, c'est juste parfait. Chez Wacom, on doit se dire merde. C'est exactement ça. C'est voilà, exactement les ça. Cintiq et tout ça, on doit se dire merde. Et c'est pas une ou deux applis. Ça se comporte vraiment comme un écran externe. Donc vous pouvez, d'ailleurs on le voit sur l'iPad en haut. On le voit vite fait, nous d'ici c'est un peu loin, mais on a le menu en haut avec l'heure, tout ça. En bas même on a la touch bar. Et ce que tu vois sur l'écran du Mac, en plus tu vois un carré là rouge qui est en fait la taille de l'écran qui est déporté sur l'iPad à droite. Voilà. Et donc vous pouvez l'utiliser avec des fenêtres externes d'une app, enfin c'est vous qui voyez. Donc par exemple si vous utilisez Photoshop, vous pouvez mettre toutes les palettes d'outils sur l'iPad, comme ça vous les utilisez au doigt, et à gauche vous avez votre projet full screen, que vous modifiez à la souris, au clavier, enfin bref. C'est vous qui voyez, mais c'est assez bien fait. Donc ça s'appelle Sidecar, ça fonctionnera avec ou sans fil.
si vous voulez faire du montage vidéo ou peu importe, c'est juste top. Le fameux contrôle vocal qui est là. Le temps d'écran qui débarque sur le Mac, donc vous savez combien de temps vous avez passé sur certains sites web, dans iMessage, sur les réseaux sociaux, machin et tout ça. Pour le digital well-being, comme on dit. Ouais. Voilà, l'appli photo qui a été améliorée comme sur le reste. Mail aussi, qui permet maintenant de bloquer les emails d'un utilisateur spécifique, si vous voulez. Toi, tais-toi. Voilà. Vous pouvez même couper le son d'un field mail trop actif, un thread de mail où par exemple, les gens font que se répondre. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir de notif pour ce thread-là et vous n'avez pas du coup de trucs là. Et on peut se désabonner directement des listes de diffusion commerciale depuis mail. Vous pouvez dire je me désabonne et ça se désabonne, un peu comme il y avait dans Gmail, finalement. Outlook le fait aussi. Outlook aussi le fait, voilà. Note aussi qu'il y a donc une nouvelle version et rappel aussi. Voilà. Mais il y avait quand même un petit one more thing des familles. Un petit peu de device quand même, pas que du logiciel. Le Mac Pro de la démesure. Alors, je n'ai pas parlé de l'application Find My, mais on en parlera sans doute dans un autre épisode. Find My qui était l'application pour retrouver ton téléphone et tout ça. Ouais. Et elle va grandement évoluer, mais on en parlera parce que le fonctionnement est vraiment sympathique. Et il y avait aussi une rumeur d'un device pour, voilà, mais ça viendra repérer avec... ouais. Je pense que ce sera un petit one more thing d'une conf matérielle. Mais je pense, ouais. Donc, le Mac Pro de la démesure, donc on va parler évidemment que du haut de gamme, parce que nous ici, on aime Ah, mais bien sûr. Si ça coûte pas le prix d'une voiture, si ça ne coûte pas le prix d'une voiture, ça n'est pas un produit pro. Donc, 28 cœurs. Alors, c'est le modèle qu'ils nous ont montré, hein, évidemment. Voilà. Donc, ça monte jusqu'à 28 cœurs avec du Xeon W 2,5 GHz. Hyper threadé, donc 2 threads par cœur. Voilà, 2 threads par cœur. Voilà. Avec un turbo boost à 4.4, 66,5 mégas de cache. Ça supporte les mémoires en 2933 MHz ECC. Jusqu'à 1,5 Tera de RAM. Ça vaut 12 000 €. L'option, peut-être même un peu plus, mais voilà. C'est pas mal ça. En ECC, exactement. Par contre, pour avoir les 12 barrettes de 128 Go de DDR, il faut obligatoirement la version 24 cœurs ou 28 cœurs. Logique. Voilà. Alors, il est modulaire, je ne l'ai pas dit, mais voilà, il est magnifique, il est modulaire, il bouge et tout, regarde. Waouh. Oh, avec la petite poignée sur le dessus, bah ouais, t'as vu, hein, c'est bien fait. La valise. Ouais, la valise. Non, mais n'empêche, ça rappelle les valises qu'ils avaient. La carte mère, vue de dos, non, vue de face, pardon, où là on voit les ports PCIe, machin et tout ça. De l'autre côté, en fait, c'est là où il y a les barrettes de RAM, hein, pour mettre les 12 barrettes de RAM. Le flux d'air, puisqu'en gros, il y a 3 énormes ventilateurs à l'avant, en façade, et c'est tout. Tout le reste est passif. Le processeur dispose d'un énorme radiateur. Le 28 cœurs, ils l'ont fait en passif. Ouais. À 4.4. Ouais. Et du coup, il fait très peu de bruit. Là, il y a maîtrise du flux d'air. Parce que... Ouais, il fait du bruit comme comment ça s'appelle, un iMac Pro, pas plus. Ok. Donc voilà. Là, en plus, il y a les 2 modules graphiques que l'on devine en bas, hein, les modules noirs. Les modules graphiques qui du coup peuvent être carrément 4 GPU AMD Radeon Vega 2. Voilà, donc c'est assez monstrueux. En fait, chaque module graphique, j'essaie d'enlever le gif. Chaque module graphique est équivalent en puissance au Mac Pro de la génération d'avant. En fait, tu peux mettre 2 Mac Pro de la génération d'avant dans ce Mac Pro. C'est n'importe quoi, hein, 64 Go de mémoire. Belle station de travail, tout ça. Ouais, 64 Go de mémoire donc par carte de la HBM2. En plus, c'est de la fameuse mémoire qui va hyper vite. Qui va hyper vite. 32 Go par GPU en fait. Hein. Donc voilà, jusqu'à 28,2 teraflops en single precision, comme ils disent, ou 56,4 teraflops en half precision. Du coup, Météo France va en acheter un pour prévoir la météo. Je pense aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous dit, le lien entre les deux. Alors, le Fabric Infinity Link Connection, c'est le truc qui pour relier les 2 GPU ensemble, va à des vitesses de 84 gigabits seconde. Voilà. C'est énorme. 4 ports Thunderbolt, de l'HDMI et compagnie, enfin bref. Tout ce qui va bien. 4 DisplayPort, évidemment. Supporte les écrans 4K. Il supporte jusqu'à 8 écrans 4K, 4 écrans 5K et 4 écrans Pro Display XDR. Alors, le Pro Display XDR, plus H. C'est lui, donc bon, on va pas... Si le Mac n'avait pas encore coûté assez cher, il y a l'écran qui va avec. Il y a l'écran qui va avec, donc l'écran est finalement pas très cher. Par rapport à la concurrence, puisqu'ils ont pris comme exemple le seul écran du marché qui peut à peu près rivaliser
en termes de caractéristiques. Et encore, il est quand même vachement en arrière, qui vaut 47 000 ou 57 000 euros. 47 000 euros, je crois, chez Sony, qui est un écran 4K HDR. Et là, en fait, ils vont plus loin, parce que c'est un écran 6K. Qui dispose en plus d'une matrice, je vais essayer de le mettre, d'une matrice LED bleue qui permet d'obtenir des luminosités qu'on n'a jamais atteintes sur un écran jusque-là. Donc voilà. Une révolution. Bah ouais. Mais j'aime beaucoup. N'empêche, il y a un refroidissement dans l'écran derrière. Oui, il y a un refroidissement dans l'écran. D'ailleurs, il a le même système de râpe à fromage de design à l'arrière. L'écran vaut c'est 5 000 $ sans le pied. Bah non. Et il faut rajouter 1 000 $ pour avoir le pied qui va bien, ou 200 $ pour l'adaptateur VESA. Le support VESA qui va bien. Voilà, donc en gros pour 5 000 vous avez ça. Voilà, bon pas ouvert mais vous avez ça. Juste ça. Si tu l'ouvres, la fleur elle bouge encore devant, tu vois. C'est ça. Voilà, le flux d'air, voilà les fameux 3 ventirades. Et ce que vous voyez en bas à gauche là, les 2 slots, c'est les slots pour les disques durs. C'est là-dedans que vous mettez vos 2 disques durs de 2 Tera chacun, qui fonctionnent en RAID, évidemment, c'est du SSD. Les slots sont tout petits là. Ouais, mais c'est du SSD. Alors, a priori, ça ressemblait à des M2 en termes de format, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu modifié. Évidemment, pour faire tourner tout ça, il faut une centrale nucléaire, donc 1,4 kW d'alimentation. Voilà. La dissipation thermique de leur truc passif pour le processeur, c'est quand même. Ah, c'est des SSD NVMe, on me dit effectivement. SSD NVMe. Ça ressemble à ça, les slots. Non, quand je dis disque dur, non, mais je dis pas disque dur, un disque dur rotation, c'est du SSD. Ouais. Ah, mais si je faisais de la veille, moi. D'ailleurs, j'ai écrit 4 Tera de SSD. J'ai pas écrit disque dur. Ouais. Voilà, 2 modules de 2 Tera qui fonctionnent évidemment en RAID parce qu'il faut aller vite. Évidemment, sans pied, mais il est fait à base de quoi le pied? Voilà. En aluminium de diamant ultra rare. Bon, c'est évidemment un outil pour les professionnels, Pixar, machin, tout ça, ils ont cité plein de grands noms. Comme dans le nom en fait. C'est Mac ça. Pro. Exactement. C'est pour ça. Ça sera pas fait pour le commun des mortels, autant vous dire. La version de base, par contre, devrait démarrer aux alentours des 6 000 euros. Donc, si vous voulez une version 8 cœurs avec un seul GPU et compagnie, vous pouvez. Ah, la loose. Et par contre, il n'y a que 128 de SSD. Hein. Ils sont un peu punk pour ce prix-là. Ils sont un peu punk pour ce prix-là. Mais voilà. C'est clair. Voilà. Ah oui, et l'option roulette, j'ai oublié. Il y a une option roulette dont on ne connaît pas le prix qui permet d'avoir donc des pieds à roulette en dessous de. Ah, mais du coup, avec toute cette ventilation, tu en fais un vrai Dyson en fait. Oui, non, je pense que surtout il peut se déplacer. Il peut être ah oui, s'il souffle. De calcul, je pense qu'il y a moyen de. Il avance. Il y a moyen de le faire se déplacer. Enfin voilà, parfait. Pour la WWDC, on a fait le tour. C'est plutôt une très bonne WWDC. Il y avait beaucoup en termes de soft et tout ça, enfin, il y a vraiment plein de petits trucs, de petites améliorations qui font que l'écosystème se renforce de plus en plus. Et j'en ai pas parlé, mais avec Marzipan quand même sur macOS, les applications iPad vont quasiment tourner sans aucune modif ou presque sur le Mac. Et ils ont annoncé du coup le retour de l'application Twitter. Puisque la même personne... Ils ont renommé le projet d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ont changé la façon dont ils vont faire, c'est ils vont pas exécuter directement les applis iPad, c'est qu'en fait, ils te proposent dans la compilation des applis de les compiler avec l'option déploiement sur macOS. Voilà, en fait, ils ont pris le problème dans l'autre sens. Et du coup, c'est à la génération que les applis deviennent compatibles Mac. Voilà. Et donc du coup, avec une coche iPad pour les devs. Ils ont juste une coche à mettre et l'appli est compatible, ce qui est plutôt bien. Non, c'est bien vu. Pas mal. Bien. Bon, de la WWDC à autre chose, il n'y a qu'un pas. Allez, on enchaîne, on va parler de puissance de calcul. Quake, justement, en parlant de carte graphique, on va parler de Quake 2, le retour de la revanche, puisqu'il y a une version RTX qui a été annoncée par Nvidia. Voilà, donc c'est Nvidia qui a annoncé ça pour le support du coup, qui va rajouter le support du ray tracing dans Quake 2. Donc c'est plutôt bien, moi j'adore ce jeu, c'était un de mes premiers mais le ray tracing, FPS de fou. Ça sert à quoi? Et le ray tracing, ça sert à ça. Donc tu vois la version avec et sans, ok. Donc tu vois avec. Et quand tu regardes les vidéos, alors c'est marrant parce que j'ai été à la fois partagé par un sentiment de nostalgie en disant Quake 2, j'ai trop adoré, j'ai trop envie d'y rejouer, et le côté oui quand même le ray tracing, ça fait super beau. Mais ça dénote vachement parce que t'as un éclairage qui est super évolué et avancé avec des textures et des découpages qui sont encore à la serpe. Donc ça donne un style en fait, une DA un peu particulière. Et voilà. Alors pourquoi Nvidia fait ça? Déjà parce que ça permet en fait d'ouvrir la porte à toute une vague de remasterisation de jeux. Donc là, Quake 2 c'est le premier. À pas trop cher parce qu'en fait tu retravailles juste la partie éclairage là-dessus. Ça permet également de compléter le catalogue de jeux qui supportent le ray tracing, puisqu'aujourd'hui ils sont très très peu. Il y a Battlefield 5, Shadow of Tomb Raider et Metro Exodus uniquement, pour l'instant, qui sont sortis. D'autres à venir qui vont le supporter, mais
plutôt rare. Donc ça, c'est un moyen plutôt facile, rapide et pas trop cher de mettre en avant la techno en rééditant des vieux jeux. Voilà, donc il faudra quand même un GPU RTX 2060 minimum pour jouer à ça. C'est con parce qu'ils avaient supporté le backport en fait du ray tracing sur des cartes GTX également. Je comprends pas pourquoi sur Quake ils l'ont pas supporté, sachant qu'à mon avis le jeu il est pas très gourmand. Et c'est dispo à partir du 6 juin. Voilà, donc sur Nvidia vous allez voir, c'est dispo avec. Je crois qu'ils vont faire des bundles avec des cartes. Si t'achètes une carte, t'auras le Quake 2 dispo avec. Malgré tout ça, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a redonné envie de jouer à Quake. À Quake 2, ray tracing ou pas. Ouais, c'est ça, non, mais voilà, mais je sais pas. Okay. Voilà. Non, mais ça m'a moyen de tester la techno. Franchement, remonte la première capture. La dernière que j'ai pas montrée, tiens. La première, ouais. Avant, après. Ouais, mais avant, après, mais on a l'impression que c'est même pas la même scène. Non, mais pourquoi cet éclairage? Si tu veux la même scène, je l'ai pas mise, tiens. Il y avait, en fait, tu peux aller voir sur leur site, t'as les fameuses images, tu sais, où t'as un slider où tu peux défiler avec images avant, après, et tu vois la différence entre les deux. Ils ont éteint la lumière, l'autre ils l'ont allumé, quoi. Mais il y a beaucoup des scènes qu'ils ont comparé comme ça, mais si c'est la même scène, tu vois, t'as le slider, c'est ça, tu as le slider, c'est la même scène. Oui, mais c'est la même scène, mais ça peut pas être aussi éclairé à gauche et aussi sombre à droite. Ouais, ils ont pas, je pense, même mis les mêmes niveaux de réglage de luminosité, mais quand même, sur cette scène-là, c'est vrai que c'est hyper flagrant, mais sur d'autres scènes, les éclairages sont plus proches et tu vois vraiment la différence en termes le volume d'éclairage. C'est-à-dire que dans Quake 2 d'origine, tu vas avoir un éclairage qui va être très bloc, tu vas avoir des zones très éclairées, et là tu vas avoir un truc qui va être plus diffus, tu vas avoir des découpages d'ombrage qui sont beaucoup plus précis, et des reflets dans les vitres, dans les miroirs et tout ça qui sont pas là si t'as pas le ray tracing. Donc tu vois quand même un peu la différence. Mais bon. C'est de l'habillage, ça sert à pas grand chose, à part vendre effectivement leur techno. En parlant de matos, puisqu'on a beaucoup parlé de matos sur Apple, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au Computex, donc un salon qui est majoritairement dédié à des annonces de matos, notamment de PC portables. J'en ai retenu quelques-uns, et ça a été surtout, alors ce que j'ai retenu surtout, c'est la sortie de beaucoup de portables en double écran. Donc Asus et Intel en premier qui ont présenté ça. Alors le premier que je vous montre ici, c'est le Asus ZenBook Pro Duo, lui aussi c'est un pro. Donc il y a 2 écrans 4K, oui tout à fait, donc ils n'ont pas la même taille, un écran 15 pouces en haut qui est en 16 neuvième OLED, et un 32 neuvième en bas, IPS, screen, pad plus, touch, youpi tralala, mais qui est aussi en 4K. Voilà, donc ce laptop là embarque un processeur, il va jusqu'à un processeur 8 cœurs également type Core i9, et une RTX, une Nvidia du coup RTX 2060. Ouais. Donc ça fait quand même un sacré portable en 15 pouces, on n'est pas sur des versions très très portables. Et il y a une version quand même plus petite, il y a une gamme un peu en dessous en 14 pouces qui intègre lui par contre uniquement des écrans Full HD 4K. Voilà. En plus de ça, du coup, Asus a développé des applications. Tout en écrivant un document Word. Exactement. C'est hyper important. C'est hyper important. Multitâche, là on y est. Je veux dire. Une calculatrice à gauche, c'est quoi? Non, c'est pas. Non, c'est le stand, le truc pour déplier ça. Donc, ils ont développé des applications parce qu'évidemment, faut utiliser ces 2 écrans. L'OS, qui était Windows 10, ne le supporte pas nativement. Du coup, forcément, il a fallu créer des usages, des applications qui vont avec. Donc là, on voit un clavier, c'est plutôt marrant. Moi, ce que je note surtout, c'est la taille du clavier en fait physique du laptop qui est du coup hyper réduite. Ouais. Et le touchpad sur le côté, ça fait hyper bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc tu as différents usages qui sont là. Tu vois quand même l'appareil qui est quand même super costaud, donc c'est un gros portable, c'est plutôt un transportable. Pour le stream, c'est top, parce que tu as ton OBS en dessous, tu vois. Mais c'est exactement les usages qu'ils ont présentés. Ils rejoignent avec ça Intel, c'est que ça sert à ça, c'est-à-dire qu'ils l'ont présenté aussi dans des jeux où ça te permet d'avoir le HUD en bas, mais un peu ce que tu as sur la 3DS en fait. Tu vas avoir l'écran de contrôle en bas et plutôt l'écran du jeu en haut qui s'affiche. Donc là, tu retrouves ça. Sauf que du coup, forcément, les applications ne le supportent pas, les OS ne le supportent pas, donc il faut créer tout l'écosystème qui va avec, et ils ont créé quelques cas d'usage pour démontrer un petit peu la techno. Après, je suis pas sûr que l'intégration soit hyper bien faite dans le reste de l'OS. Bon, ça m'a fait penser à une grosse touch bar, la Fat Touch Bar, tu sais, qu'on a sur les MacBooks, là, les nouveaux, où tu as les touches de fonction en fait, là-haut dynamique, tu as ça, mais en beaucoup plus gros. Ça me fait un peu penser à ça. C'est pas faux. Intel a également annoncé un prototype, ils ont plutôt présenté un prototype, ils savent pas ce qu'ils vont en faire derrière. Donc ça c'est le Honeycomb Glacier qui reprend un petit peu ce principe-là, donc 2 écrans, effectivement, un en haut, un en bas, un peu plus grand là en bas, et surtout avec un système pour se surélever un petit peu. Et donc là on est effectivement en stream et t'as la chatroom qui apparaît en bas. Donc on est vraiment dans l'exemple que tu citais, avec du CS là-haut. Et l'appareil, donc c'est un prototype, on va le retrouver, donc là tu vois les écrans Windows 10 avec les charnières et tout. Ça se replie, ça s'ouvre en 2 parties, du coup tu as 2 charnières et ça se replie complètement comme un portable. Là on est pareil sur du 8 core, par contre GTX 1060. Et ce qui est intéressant, c'est l'ouverture, donc là on va mieux la voir ici.
c'est que ça permet effectivement de surélever un peu plus l'écran, donc tu es en meilleure position pour être sur le portable. On a souvent des problèmes de posture en fait sur les ordinateurs portables, ça résout ce problème-là. Le deuxième, c'est le refroidissement, puisque du coup, en soulevant le deuxième écran, on a accès à l'intérieur quelque part du PC. On est plus proche des composants intérieurs, et du coup, le refroidissement se fait mieux, les flux d'air sont mieux gérés également ici. Voilà, donc ça reste un prototype. Et puis, on a appris en parallèle de ça que Microsoft aussi travaillerait sur un produit Surface qui serait dual screen également. Donc, beaucoup ont parlé de la sortie du courrier, de tout ça, machin. Et d'autres prototypes qui étaient sortis jusque-là. Donc, il y a vraiment une vague de l'ensemble des constructeurs de devices portables autour du dual screen, mais de mixer le dual screen avec du clavier physique, etc. Ce serait bien de faire des écrans 32 neuvième que tu places sous un écran justement pour reproduire ça chez toi, tu vois. Pour les gens qui font du stream et tout, plutôt que d'avoir un écran externe. Ah, tu dirais un add-on externe, une extension que tu rajoutes ton écran, en fait, ça pourrait être une... Ouais, et puis tu branches en HDMI à côté. En HDMI ou en peu importe. Ouais, pourquoi pas, carrément. On reste sur les portables. Nico Gopi, quand ça servira à quelque chose. Apple, il y aura du dual screen en 2025. Mais ils le font déjà, le dual screen. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on reste... Non, mais sur un device. Sur un seul device Bref. Donc on reste sur les laptops, puisque Nvidia a annoncé la création d'un label qui va s'appeler Studio RTX, qui est en gros un label pour valider le fait que un portable va respecter certaines conditions que Nvidia va définir. Ça rejoint un petit peu le design Max-Q qu'ils avaient présenté l'année dernière, où c'était plutôt sur l'aspect intégration des cartes graphiques dans les portables, pour dire qu'effectivement c'est une carte graphique qui va pouvoir être exploitée à son maximum dans une diffusion thermique qui est respectée par Nvidia, etc. Mais là ils sont allés plus loin puisqu'ils vont étendre le design à l'ensemble du PC portable, et donc là il y a également une gamme qui se crée autour avec des produits qui vont venir compléter un petit peu le design du portable. Donc là on retrouve un des portables avec l'intégration effectivement d'une RTX dedans 2080, voilà. Quand même. Ah non, c'est pas mal. Donc il y a tout l'écosystème, tu vois, avec un écran externe, du coup avec certaines recommandations, notamment autour du G-Sync et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs qui vont avec ça. Et puis voilà. Donc là, l'exemple du laptop qu'ils ont pris, donc une carte RTX intégrée jusqu'à 16 Go, le Max-Q, donc qui est l'intégration au plus fin de la carte graphique avec le respect de la dissipation thermique, des écrans 4K HDR, etc. Le tout intégré et avec une pile technique Nvidia Studio, donc ça a l'air d'être des applications intégrées pour gérer un petit peu tout ça. Bon. Ils l'ont surtout comparé du coup au MacBook Pro, qui a accompagné lui d'une carte Vega 20, donc tu le vois ici, et évidemment des portables comme ça écrabouille effectivement le MacBook Pro. Alors, ils l'ont comparé sur de l'édition vidéo, voilà, mais après pas sur le reste, mais bon, pourquoi pas. Disponible à partir de juin. Alors au Computex, il y a eu toute une palanquée de constructeurs du coup qui ont présenté leur laptop qui respectent ce design-là, ce design de référence-là. Donc il y avait une quinzaine, je crois, qui présentaient ça. Donc c'est vraiment du laptop de plus dans les créatifs, dans le monde pro, et un peu moins dans le gaming quand même. Ils ont moins brandé ça sur le gaming, ils ont plutôt mis du côté créatif. Voilà. Donc les premiers sont à partir de 1600 $. Donc on est vraiment loin en termes de gamme de prix des MacBook Pro quand même. Ouais. Voilà. Mais le prix s'oublie, la qualité reste. Ouais. Non, mais je vais suivre ça parce que ça pourrait m'intéresser, tu vois, pour avoir des portables qui restent assez portables, pas des ultra portables, mais avec des bonnes cartes graphiques derrière. C'est vraiment des usages qui sont intéressants. Ouais. On continue sur du matos. On va parler cette fois, j'y fais partie, des caméras sous écran, puisque le trou, le menton, l'encoche, la bulle, etc., c'est fini. La prochaine vague va arriver, ce sera des caméras sur vos smartphones qui seront sous les écrans devant. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Mais oui, on en parle depuis très longtemps, mais ça y est, Oppo et Xiaomi ont été les premiers à dégainer les premières intégrations, et donc là, on n'est plus sur du proto-usine, on est vraiment sur une intégration dans un vrai smartphone. Ouais. Puisque Xiaomi a fait la démonstration d'un Mi 9, donc le portable actuel, qu'ils ont modifié pour l'occasion, dans lequel ils ont intégré une caméra sous écran. Ils ont viré le notch et ils ont... Exactement, ils ont viré le notch. Tu peux tenter le GIF, peut-être à passer. Je suis pas sûr. Ah non. Le GIF ne passe pas. Voilà, donc du coup on a des vrais écrans complètement borderless. Et alors ce qui est super intéressant, c'est la technique qu'ils ont utilisée pour intégrer ça. Donc ils l'ont détaillé. Donc là on voit effectivement à gauche, en haut, la partie sandwich des lentilles qui est vraiment dessous l'écran. On voit la différence entre le Mi 9 avec la bulle et celui à droite où il n'y a rien dedans. Et après, ce qu'ils ont détaillé, c'est en fait...
ils ont répondu à plein de questions qu'on pouvait se poser, notamment sur le fait que si on met ça derrière l'écran, on va perdre énormément en luminosité, du coup on va moins capter de lumière pour l'écran, pour la caméra frontale, et du coup on a des images de moins bonne qualité. Et en fait, pas du tout, c'est même l'effet inverse, parce qu'en fait, ils ont reconçu l'écran différemment, donc les différentes couches qui constituent l'écran sont différentes. Du coup, l'écran, quand il passe en mode caméra, tout s'éteint, il devient transparent, et transparent, c'est-à-dire que toutes les couches gèrent la transparence. On va pas juste éteindre la partie affichage de l'écran, donc la partie LED, mais on va aussi avoir tout l'aspect cathode qu'on a ici sur le sandwich de l'écran, la note de la cathode, qui sont elles-mêmes designées avec des matériaux beaucoup plus transparents, dans les deux sens. Ce qui fait qu'on va avoir un bon affichage de l'écran, ça va pas changer, donc l'image émise par l'écran va être totalement transparente, mais aussi l'image entrante, pour une fois, va être également beaucoup moins filtrée par les écrans, pour du coup arriver dans le capteur photo. L'autre truc intéressant, c'est qu'ils ont également évoqué le principe d'intégrer en fait une partie de la lentille dans le sandwich de l'écran. Donc ça veut dire que... Oui, pas con. Ouais. Et en fait, genre les dernières couches sont... les dernières couches vont avoir une partie de la lentille, et ils disent même qu'ils pourraient envisager de faire double lentille avec une lentille dans... Quand on va péter les écrans, ça va péter aussi. C'est exactement la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, putain, déjà les écrans, ça coûte une blinde à changer de plus en plus. À une époque, t'avais que la vitre, puis le LCD, puis le digitizer, tu pouvais changer l'un ou l'autre. Après, t'as le sandwich, il fallait changer les deux. Maintenant, il y avait trois. Là, t'as la lentille avec, laisse tomber, quoi. Pour changer. T'auras la caméra dedans. Pour changer, ça va être... le lecteur d'empreintes sur les derniers. Et les lecteurs d'empreintes dedans. Donc là, c'est fini, quoi. Tu pètes ton écran, t'es mort, tu changes tout. On est tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que les images qu'ils ont présentées, les qualités étaient plutôt intéressantes. Donc on va pas trop perdre en qualité. Après, ça reste une caméra selfie ou visioconf. C'est pas non plus celle sur laquelle on attend une plus grosse qualité. Voilà. Mais les arrivent à intégrer, tu as une caméra à 20 mégapixels malgré tout, avec double système de lentilles. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, on va avoir un vrai borderless. Et quand tu regardes l'usage et l'écran qui montre, c'est quand même super sexy, je trouve, pour un écran. Donc le borderless, ça devient intéressant. Et puis on peut dégager enfin tous les trucs qui sortent mécaniques, machin, tout ça. Ils vont laisser un tout petit menton. Oui, bah sur le Mi 9, il est pas énorme déjà qu'ils ont. Donc, mais il est un petit peu. Pourquoi il enlève pas? Je sais pas. On reste un petit peu sur le mobile. Alors c'est même pas que du mobile, mais on est toujours autour de l'image ce soir, puisqu'on va parler encore de carte graphique, puisque Samsung aime AMD, ils ont signé un partenariat autour de la licence de leur dernière architecture, la RDNA, donc qui est la prochaine génération d'architecture de GPU chez AMD. Et bien Samsung a signé un partenariat pour pouvoir utiliser la licence de cette architecture-là. C'est assez impressionnant comme partenariat. C'est surprenant. C'est surprenant, tout à fait. On n'attendait pas Samsung là-dessus, mais après, quand on regarde un petit peu l'actu actuelle, on peut faire des parallèles et comprendre pourquoi ils sont dans ce mouvement-là. Alors, pour rappeler, Samsung, ils designent leurs propres puces, ils font les puces Exynos, vous le savez, j'imagine, qui sont basées sur l'architecture ARM. Donc, ils développent pas tout, en fait, ils conçoivent leurs puces autour d'une architecture existante. Comme Apple avec le Bionic AX machin. Faut s'imaginer qu'en fait, ils vont regarder un schéma, une recette de montage, et ils vont construire autour de ça leur propre plat avec leurs usines. Et c'est ce qu'ils font avec le Exynos. Jusqu'à présent, ils le faisaient avec des processeurs GPU qui étaient à base de Mali, donc qui était une autre architecture. Là, ils vont le faire probablement avec des Exynos, avec ARM plus AMD RDNA pour la partie graphique. Mais ça n'exclut pas avec ça la partie desktop aussi, puisque en fait ce partenariat il est très large et il ne se ferme pas qu'à la partie mobile, peut-être même à d'autres choses. On ne sait pas vraiment, pour l'instant c'est plus des hypothèses sur dans quoi ils vont vraiment finir par intégrer ça. Du coup AMD on va les retrouver partout, ils étaient sur le desktop pour les GPU, on les connaissait, sur les consoles de salon puisqu'ils équipent les PlayStation et les Xbox, et bientôt on va les retrouver sur le mobile. C'est vraiment assez surprenant. Alors ça va pas être AMD directement, c'est-à-dire que c'est pas AMD qui va produire des puces et Samsung qui va les intégrer, hein. Je le répète, c'est vraiment Samsung qui va produire des puces en se basant sur l'architecture avec laquelle AMD design ses propres GPU derrière. Voilà. Donc c'est intéressant, sachant que d'un autre côté, vous avez Qualcomm avec ses Snapdragon qui sont concurrents du coup des Exynos, qui eux utilisent un GPU Adreno, et le fait marrant que j'ai noté, c'est que l'architecture des GPU Adreno était anciennement propriété de AMD, mais ils ont lâché la licence. Donc voilà. Donc ils reviennent par l'autre côté sur les Exynos pour ça.
Bon, c'est toujours intéressant parce que du coup, ça va diversifier un petit peu les différents types de GPU qu'on va retrouver sur le mobile également, et ça rajoute de la concurrence. Et surtout, ça permet à Samsung de devenir de plus en plus indépendant sur le design de ses propres puces, exactement comme pourrait le faire Apple, par exemple. Voilà. Et puis, on peut faire un parallèle avec l'actu autour de Huawei, qui justement, eux, ils vont dépendre de licences américaines, ils peuvent plus produire leurs puces parce qu'ils ont les problématiques des licences Qualcomm, justement. ARM, et Samsung, du coup, eux, vont pouvoir intégrer produire leur propre puce avec l'architecture qu'ils ont licenciée. Donc c'est mieux pour leur indépendance. Allez, on avance vite, on va parler de meubles. Et oui, mais de robotique en même temps. Ikea. Et on trouve ça chez qui? Chez Ikea, puisque Ikea a annoncé un ensemble de meubles, alors en plus c'est plutôt un gros meuble, qui s'appelle le Rognon. Rognon. Le Rognon, c'est exactement le Rognan. Rognan, un meuble robotisé en fait qui s'adresse à l'équipement de petits espaces, de petits appartements, de petits studios. Alors je vous montre le GIF et vous allez me dire si ça vous parle, ce meuble-là. On en a déjà parlé. Alors c'est un partenariat qui est fait avec une start-up américaine qui est spécialisée dans le design de meubles de ce type-là, qui s'appelle Ori Living. Alors Ori Living, on en avait parlé il y a très longtemps dans un Beats également, je crois, qui construisait des meubles de ce style pour les plus petits espaces. Alors c'était c'est une start-up, du coup c'était principalement des prototypes et ils ont présenté ça dans certains appartements types. Témoins, voilà. Et après ils l'ont étendu un petit peu à certains Airbnb, on en reparlera. Donc ça va s'adresser d'abord au marché Hong Kong et Japon, évidemment. C'est évidemment là-bas que tu vas retrouver les plus petits espaces à équiper. Donc là tu vois un studio qui est vraiment minuscule et dedans tu as une pièce. Ouais. Tu as la partie salon et tout ça. Et c'est mobile, tu peux le déplacer, hop, tu tournes derrière, tu vas retrouver ton lit qui est en bas, mais tu as aussi un bureau, tu as des placards et tout ça. C'est mobile, donc ça se déplace par terre, ça roule, et les différentes parties vont pouvoir bouger ton lit, de la même manière. Exactement. Donc je vous avais montré la partie mobilité, donc c'est contrôlé, c'est robotisé, hein, donc tout ça, il y a des moteurs derrière pour les faire bouger, et tu as un panneau de contrôle sur le côté que vous voyez ici, vraiment top. Avec l'interface tactile. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça s'intègre bien partout. Et c'est plutôt joli en plus, le design est plutôt sympa, ça respecte bien les codes en fait de Ikea. Clairement. Et pour ces salons, ça va être pas mal. Ce qu'on peut espérer, c'est surtout que Ikea va arriver avec des tarifs qui sont relativement intéressants, parce que, je le rappelle, la plateforme à l'origine qui était Ori Living, c'était ça. Oui. Voilà, donc ce style-là, moins blanc, un peu plus marron, mais on retrouve vraiment le même design, le pavé tactile sur le côté, les différentes composantes qui vont bouger, le lit et tout ça. Sauf que là, tu as un lit de place. Hein, voilà, et là, tu as vu, ils avaient mis le canapé à droite et la télé. T'avais un peu plus de place. C'était pas terrible. Mais effectivement, ça peut carrément le faire. La nouvelle façon dont ils l'ont intégré est carrément plus intelligente, avec le canapé en fait à la place là du Echo. Et la télévision mur, bon là pour le coup c'est une fenêtre, mais on peut imaginer que la configuration se fait dans l'autre sens, et c'est pas mal, hein, franchement. On nous dit que c'est Timo dans le lit, effectivement ça lui ressemble beaucoup. Oui, c'était Timo, mais... Ouais. Non, vraiment. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors que c'est compatible également avec toute la gamme Tradfree, donc tous les éclairages connectés. Tradfree, donc tu vas pouvoir avoir des éclairages intégrés dans le meuble, du coup qui vont pouvoir être pilotés par le même boîtier. Voilà. Ça c'est bien. Et dernier truc, donc il n'y a pas de prix pour le moment au niveau du lancement. Par contre, on fait le parallèle avec ce qu'ils avaient sorti Ori pour du coup ils ont équipé certains appartements, notamment des Airbnb. C'était pas cher. Là c'est dans les $10 000 quand même, l'équipement complet, sachant que là tu meubles toute ta pièce, mais en même temps tout ton appartement, avec un seul meuble. Donc bon, ça se mesure. 10 000 quand même c'est cher. Hein. Quand tu mets le prix d'un lit, d'une étagère sur le... Enfin, un canapé... C'est tout automatique là, c'est tout robotisé. Ouais, mais quand même. T'imagines, domotisé. Là tu dis bonne nuit, le truc il ferme tous tes volets, t'as la lumière, il déplace, il ouvre ton lit et machin, t'as plus qu'à te mettre dedans, c'est génial. Ouais. Mais 10 000... Et le lit qui se range dessous, tu vois, il manquait plus qu'il y ait un système auto-wash et tout machin, comme dans... voilà. 10 000 s'il se lavait tout seul et tout machin, qu'il faisait tout seul, ok, mais là... Et ouais. Non, en tout cas l'idée est pas conne. Non, l'idée est pas mal. Je trouve ça vraiment bien. Bon, allez, on termine avec un sujet polémique, la polémique du jour, parce que le high-tech, c'est aussi de la polémique. On va parler de podcast, et on va parler de Magellan, puisque Magellan, c'est cette nouvelle... Lancée hier, tu fais une plateforme de podcast qui a été lancée hier. Alors, c'est d'abord un lancement autour d'applis mobiles, donc 2 applis mobiles, iOS et Android, dans la diffusion de contenu audio, majoritairement de podcasts, mais pas que. Alors,
C'est une boîte qui a été créée il y a un peu plus de 6 mois, puisque c'était en fin 2018, avec des noms connus. Il y avait Mathieu Gallet, donc un ancien directeur de Radio France, puisque c'est là-dessus qu'on a beaucoup parlé. Beaucoup polémiqué. Et aussi Arthur Perticoz, qui est plus connu, lui, pour de l'entrepreneuriat autour de web, mobile, etc. Donc actuellement, c'est une start-up d'environ 25 employés, dont 15 pour la partie technique, puisqu'il y a quand même beaucoup de développement. Ils ont commencé le 7 janvier et ils ont lancé leur appli le 4 juin. Donc c'était plutôt rapide quand même en 6 mois. Et comment ils ont fait pour avoir autant de contenu? En fait, ils ont récupéré l'ensemble des contenus, donc 28 000 podcasts, 28 000 flux identifiés, qu'ils ont tout bonnement récupérés depuis iTunes. Voilà. Donc un bon petit coup d'aspiration d'iTunes, et puis hop, on intègre tout. Sachant que ils ont fait ça de leur côté, ils n'ont pas forcément prévenu tous les créateurs de contenu associés à ça, ils ont contacté quelques-uns malgré tout. Ouais. Du coup, il y a eu une petite vague de tollé, on a suivi ça sur Twitter aujourd'hui. C'était rigolo. C'était assez rigolo, mais du coup, ils ont fait du damage control quelque part pour essayer de positionner en fait leur position à eux autour de tout ce contenu qu'ils ont récupéré. Et du coup, je les ai contactés directement. Donc, j'ai eu Julia qui s'occupe de la partie communication chez eux, notamment avec la partie créative, pour discuter de leur positionnement, ce qu'ils comptent faire. Et ils risquent gros. Ouais, non, pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Donc, quel est leur but? Alors, en fait, l'application Magellan va proposer 2 choses, principalement. Donc, il y a tout un aspect contenu gratuit autour des podcasts. Donc là c'est une appli de podcast un peu comme une autre. Et en parallèle de ça, ils vont avoir un service Magellan Plus qui va être du contenu exclusif payant via un abonnement à 4,99€ par mois. Et du coup, ça a fait un petit peu parler les gens parce qu'on s'est dit, mais attends, ils vont monétiser notre contenu alors qu'on le diffuse de notre côté, etc. Et du coup, ils ont une position relativement claire quand même. Donc, ils ont, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à regarder leur communiqué de presse qu'ils ont sorti il y a quelques jours autour du respect qu'ils ont pour les créas. C'est quoi Magellan? Magellan, c'est une plateforme d'écoute de contenu audio narratif, podcast, radio de rattrapage, documentaire, histoire, divertissement. Chez Magellan, nous avons 2 ambitions: démocratiser l'écoute de contenu audio et permettre aux créateurs de développer leur audience et leurs revenus. Ça veut dire que l'app est gratuite, 99,99% de l'expérience Magellan est gratuite, et ils ajoutent à ça une offre optionnelle d'un abonnement de 4,99€ par mois, sans engagement, pour accéder à des contenus exclusifs. Du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, d'accord, ok, on va pas monétiser ni modifier nos contenus, on va pas les contourner, ils ont un respect là-dessus, mais du coup, c'est quand même utiliser du contenu gratuit pour lancer une plateforme dans le but de faire de l'argent sur du contenu payant derrière. Nous, qu'est-ce qu'on y gagne là-dedans? On n'est pas monétisé, on n'a rien. Et en fait, ils ont, en parallèle de ça, en fait, ils se présentent pas comme ça. Ils souhaitent pas mettre en avant la partie contenu payant en premier. Ce qu'ils mettent en avant pour les contenus gratuits, c'est toute la partie éditorialiste, curation, construction de playlists et tout ça, puisque c'est le travail qu'ils veulent faire. Leur démarche, c'est que le podcast, c'est un truc hyper intéressant. Il y en a beaucoup. C'est la jungle, mais c'est hyper dur de s'y naviguer, d'en découvrir. Et d'avoir des recommandations à côté. C'est beaucoup du bouche à oreille, vous le savez, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas vraiment de travail sur la découverte là-dessus. Il y a beaucoup de plateformes qui se montent là-dessus en ce moment, enfin il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment sur le podcast, et notamment sur l'aspect découverte et l'agrégation. Il y a Spotify à intégrer, ça c'est un exemple, mais il y a plein d'autres applications aux États-Unis notamment qui se lancent autour de ça. Et donc leur démarche c'est plutôt de travailler là-dessus sur la découverte de contenu et la recommandation. Donc il y a vraiment un souhait en tout cas de travailler le côté éditorialiste de ça, donc avec des homepages mises en avant, des playlists automatiques, des recommandations sur ce que tu fais, etc. Ouais. Et donc ça, c'est un travail qu'ils vont faire eux, pour la mise en avant de contenu gratuit. Donc là, rien à faire du côté des créateurs de contenu. C'est finalement comme chez Apple. Comme chez Apple, sauf que du coup, pour pouvoir faire vivre ça, ils vont se financer avec le contenu payant à côté. Et en parallèle de ça, ils vont se servir de la partie payante pour financer la création de nouveaux contenus à côté. Et on peut faire le parallèle avec ce que fait YouTube, avec le YouTube Original. Ça veut dire que tu as accès à YouTube en gratuit, et tu as tout un contenu gratuit. Et si tu souhaites, tu as via un abonnement payant accès à du contenu supplémentaire, un peu plus premium, un peu plus quali peut-être, ou en tout cas qui est éditorialisé par la plateforme, par YouTube, pour aller chercher ça. On est un petit peu là-dessus, sauf que sur la partie gratuite, contrairement à YouTube, ils vont absolument pas travailler à la monétisation de ce contenu gratuit. Donc ils vont pas, comme YouTube, pouvoir te proposer de rajouter des pubs pour que tu puisses toi récupérer du contenu gratuit, de la monétisation sur ton contenu gratuit que tu as publié. Ça, ils oublient complètement. Voilà, j'avais d'autres trucs à diffuser. Voilà. Donc ils font pas d'hébergement, on est clairement là-dessus, c'est vraiment un annuaire de flux RSS, comme iTunes, là encore.
Et du coup, c'est récupéré directement de la plateforme sur laquelle les podcasts sont hébergés. Voilà. La particularité, c'est que voilà, quel est l'intérêt d'être référencé chez Magellan? Bon, hormis être présent sur une plateforme pour toucher une nouvelle audience, bon, imaginons qu'il fonctionne très bien, pourquoi pas. Mais surtout, ils disent que voilà, ils s'engagent à partager les données d'audience aux créateurs, permettant d'améliorer leur attractivité pour les marques, les agences de publicité ou les régies voulant adosser leur publicité au contenu. Oui, Hugues danse avec Audrey en haut, ouais. Oui, c'est ça. Donc en fait, ce qu'ils vont mettre en avant, il y a ce côté, éditorialisation, curation du contenu, et après, ce qu'ils promettent aussi pour les créateurs de contenu, c'est toute une plateforme d'analytique pour pouvoir étudier leur audience, et notamment les usages, les temps d'écoute, les connivences avec d'autres podcasts. Tu vas pouvoir voir que telle personne écoute ton podcast, ils vont écouter aussi tel autre podcast et tout ça, et du coup, tu vas pouvoir faire des liens ou des améliorations et tout ça. Donc ça c'est promis, c'est pas encore dispo, ça va sortir dans les prochaines versions, je sais pas. En même temps, en tout cas que la plateforme web, puisque pour l'instant on n'est que sur des applis mobiles. Voilà, donc il y a l'appli mobile également qui est là. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les podcasts de Studio Renegade, certains en tout cas, Beats, vous pouvez le retrouver dessus. Voilà, vous pouvez nous retrouver en audio, donc quand on décrit des trucs ou on monte des gifs animés, vous les aurez pas, mais voilà. Voilà, et oui, parce que comme ils ont scrappé iTunes en mode bourrin, ils ont pris tous les podcasts qui sont dessus, qu'ils soient audio ou vidéo. Voilà, mais du coup, de leur côté, ils n'ont traité que la partie audio sur mobile. Ouais. Donc vous allez retrouver Beats en audio, mais derrière, c'est branché sur notre flux vidéo. Donc vous êtes quand même toujours derrière dans la récupération d'un flux vidéo. Et voilà, donc vous avez la goupillation avec le rendez-vous tech. Et du coup, vous avez même, pareil pour Studio Renegade, la goupillation qui est quand même le best-of des clips que vous faites sur Twitch. Je vous invite d'ailleurs à aller en faire. Mais du coup, ça n'a aucun sens. Écoutez-la que en audio. C'est vraiment... on comprend rien. Voilà, donc ils ont commencé un petit peu rapidement pour démarrer leur plateforme le plus vite possible, mais du coup, il y a plein de trucs qui sont pas encore là, et des trucs qui sont pas encore justes. Mais leur souhait, c'est quand même d'avoir un contenu de qualité curé, éditorialisé derrière. Donc à suivre s'ils vont vraiment pouvoir ranger ça un peu mieux derrière. Ouais, c'est étonnant. Et alors du coup, forcément, levé de bouclier, puisque... Et du coup, ils gèrent comment le droit d'auteur? Alors, c'est une excellente question du coup que j'ai eue avec Julia. Et en fait, sur le podcast, le droit d'auteur, c'est très compliqué. Et t'as pas de maison en fait qui va sur lesquelles tu peux t'appuyer pour ce droit d'auteur là. Il faut que tu aies quelqu'un. Si tu fais le parallèle avec la musique, en fait, il faut que tu sois label pour pouvoir gérer ton droit d'auteur ou adossé à une maison de droit commune qui va gérer les droits communs. YouTube a sorti aujourd'hui un outil qui te permet de vérifier si quelqu'un réupload pas tes vidéos sur sa chaîne pour oui, c'est un vrai problème de YouTube. Pour ton propre copyright, mais voilà. Bref. Et donc effectivement, la vraie question c'est sur tout ça, mais la loi, enfin il n'y a pas de loi où il faut être adossé effectivement à un label ou un syndicat d'éditeurs qui sur le podcast aujourd'hui n'existe pas. C'est très compliqué pour le podcast, et c'est différent vraiment de l'aspect musique, c'est pas vraiment cadré, et puis il y a tout cet aspect flux RSS où c'est quand même une mise à disposition automatique en fait d'un point d'entrée vers ton contenu. C'est ça. Du coup, on est vraiment dans un milieu un peu bâtard pour arriver à justifier ce droit d'auteur là. Alors évidemment, voilà, il y a les ayatollahs du podcast indépendant qui se sont réveillés sur Twitter, donc on les a vus, hein, les bad geeks et autres. Vieux de la vieille qui sont là depuis un petit moment et qui ont des audiences parfois anecdotiques pourtant, mais qui ont fait du bruit sur internet. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de nos principes de la monétisation du podcast, de faire de l'argent, de faire machin. Bon, le podcast, c'est juste un fichier adossé à un flux RSS, c'est ça un podcast, la définition du podcast. Ouais. C'est pas une façon de faire ou il y a rien de philosophique derrière un podcast en fait. Donc la vraie question c'était est-ce que ils respectaient le standard RSS la réponse est oui en fait. Le standard est respecté. Après qu'ils partagent pas la possibilité de s'abonner via une autre application, ça c'est autre chose. Mais finalement, l'appli Podcast iTunes ne le fait pas aussi. Non, donc, je vois pas sur quoi ils sont vraiment attaquables. À part qu'ils ont référencé dans un catalogue sans vous le dire. Mais sachez que vous êtes peut-être référencé aussi chez Podcast Addict, pour citer un agrégateur de podcasts chez Android, sans que vous l'ayez forcément demandé. Exactement. Et que vous soyez en audio, en vidéo. La différence, c'est qu'ils vont respecter le format. C'est-à-dire que si c'est de la vidéo, si je dis pas de bêtises, tu l'as en vidéo. Mais voilà. Et c'est même presque pire. C'est qu'il y a de la publicité dans l'application si tu n'es pas abonné. Cette publicité qui sert à payer le dev et le développement de l'app,
mais qui est construite sur l'audience de tes podcasts. Tu vois ? Donc, est-ce que c'est pire ? Est-ce que c'est moins bien ? Tu vois, on attaque aujourd'hui Magellan sur ça. Pourquoi, dans ce cas-là, on n'attaque pas Podcast Addict, en fait ? Je comprends pas, en fait. Tu vois ? En fait, on est face à une société qui, effectivement, a levé 4 millions et a je sais pas combien d'employés. Et de l'autre côté, on a un mec qui est tout seul. Son application a été téléchargée plus de 8 millions de fois. Et il en vit parce qu'il gagne suffisamment de thunes avec. Donc, voilà, enfin... iTunes ne met pas de publicité. Il ne monétise pas le contenu. Après, Podcast Addict, il met de la pub dans l'appli, donc c'est de la pub visuelle, c'est pas de la pub audio à côté. Non, mais je dis pas le contraire. Mais il n'empêche que les gens utilisent l'appli parce qu'il y a de contenu dedans. Donc, en fait, tu vas dans l'appli, tu passes du temps dans l'appli parce qu'il y a des podcasts à écouter. Et en fait, la monétisation des apps se fait pour le temps que tu passes dedans, donc c'est aussi là-dessus. Mais effectivement, et alors là... c'est vrai que la grosse différence aussi, c'est qu'iTunes, il faut soumettre son flux. Oui, t'es obligé d'aller t'inscrire pour que le flux soit disponible. Là, non, ils l'ont pas fait. Enfin, tu peux aller te soumettre ton flux pour qu'il te référence, mais par défaut, ils sont allés récupérer tous les flux disponibles sur iTunes. Donc non, tu pouvais pas faire ça. Après, ils ont... Merci pour le sabel, Chico. Merci. Je leur ai demandé si effectivement il y avait tout un aspect monétisation sur ce contenu gratuit, et en fait non, il n'y a pas de volonté. Le seul truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre à disposition ce qu'ils appellent les playlists sponsorisées. Donc tu vas pouvoir avoir des marques, et ils l'ont déjà fait d'ailleurs, des marques qui vont créer leur playlist. Par exemple, tu vois, ils l'ont fait la playlist Orange. Ouais. Du coup, Orange fait une sélection d'épisodes ou de podcasts qu'ils veulent mettre en avant sur la plateforme, et du coup, ils ont la playlist by Orange. Du coup, Orange peut communiquer dessus, ça fait un partenariat dans les deux sens, etc. Du coup, Magellan se fait rémunérer, et là, pour le coup, ils reversent la part des droits qu'ils ont touchés pour la mise en avant de la playlist aux créateurs de contenu des épisodes qui sont mis à disposition. C'est les seuls cas sur lesquels ils vont monétiser ça, et avant de le faire, ils demandent l'autorisation des créateurs de contenu pour pouvoir le faire. Donc c'est plutôt bien fait, je pense. Je suis pas sûr qu'on soit dans la playlist Orange, non ? Après... Vu tout le bien qu'on en dit. Non, je pense pas, c'est vrai, ça serait marrant d'imaginer. Ah ouais, Stéphane Richard, alors du coup... non, mais du coup, non, mais ça serait... Voilà. Donc, moi, pour l'instant, je suis plutôt modéré, il n'y a rien de... je vois pas le scandale, non, il n'y a pas vraiment de scandale. Par rapport à d'autres applis de podcast, je vois pas où est le scandale. Non, et franchement, il y a pire, il y a d'autres applis, notamment aux États-Unis, qui ont fait pire que ça sur la monétisation autour du podcast. Il faut savoir que c'est beaucoup la jungle en ce moment, plutôt le Far West, où la ruée vers l'or, en fait, du podcast. Il y a beaucoup d'argent qui se lève en ce moment dans les startups autour du podcast. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui en écoutent, que ça se démocratise de plus en plus, mais que c'est encore un média qui n'est pas hyper adapté au grand public. Non. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, beaucoup de startups qui se développent, et du coup, il y en a des plus ou moins... grises. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a une zone grise là autour du podcast, voilà. Donc bon, ce qui est sûr, c'est que c'est en ce moment qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Donc voilà. Pour l'instant, moi, j'attends de voir parce que tout n'est pas encore sorti sur Magellan. J'attends de voir la suite de l'évolution de la plateforme, voir comment ils vont évoluer, voir s'ils vont vraiment attirer de l'audience dessus. Ça va être compliqué quand même d'aller récupérer du monde. Il va falloir qu'ils fassent beaucoup de com, mais je vais suivre ça quand même. Voilà. Peut-être qu'on en reparlera. Ouais, donc Nico Pit dit le scandale, c'est que c'est Mathieu Gallet qui représente le méchant capitaliste parisien contre les gentils indépendants qui sont parfaits. Ouais, mais ça, c'est un clivage. Il y a beaucoup de gens. Alors, c'est pas le cas de Nelliger, mais le vrai souci de comment ça s'appelle derrière ça, il est presque plus politique ou idéologique, et il aurait même pas lieu d'être. Mais c'est parce que c'est quelqu'un d'un peu clivant qui a été condamné à plein de choses. 2 fois. Je crois qu'il y avait des détournements lorsqu'il était à l'INA et de favoritisme lorsqu'il était chez France Info. Bon, why not? Mais après tout, il a payé sa dette à la société. Donc voilà. Enfin, je crois qu'il y a un truc en appel avec de la prison, 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende, je crois, un truc comme ça pour la dernière condamnation. D'accord. Mais bon, bref, ça à la limite, on s'en fout. C'est pas le seul et il y a des gens qui bossent dessus. Mais voilà, et ensuite voilà, il y a l'autre penchant, celui de Nelliger, qui lui veut pas que son contenu soit diffusé sur cette plateforme sans qu'on lui demande. Voilà. Il dit moi j'ai pas envie qu'il soit là-bas, on m'a pas demandé. C'est vrai que potentiellement il peut y avoir des réactions sur la plateforme. Si tu n'es même pas au courant que tu es sur la plateforme, c'est un poil complexe. Ouais. Et sachant que tu peux même être très mal noté parce que tu es un podcast vidéo comme nous. Et du coup, tu comprends pas, les utilisateurs de la plateforme ne comprennent pas pourquoi on comprend rien à l'émission.
Et ça n'a aucun sens et tu peux être très mal noté. Les gens peuvent avoir une mauvaise image de toi sans même te connaître en fait, juste parce que ton contenu vidéo est diffusé en audio alors qu'il ne devrait pas. Je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, la façon la plus intelligente de le faire, ça aurait été de laisser le contenu tel qu'il est ou de ne pas référencer les podcasts vidéo, quoi, carrément. Je pense qu'ils n'ont pas fait gaffe. Non, ils n'ont pas fait attention. Ils ont ratissé large et voilà. Bon, c'est un dommage collatéral. Après, je pense que Beats, ça passe quand même en audio. Vous allez louper les incrustes, mais globalement, ça passe. Mais tout, voilà, la compilation s'y prête pas, donc forcément. Voilà. Bon, au suivre, on verra si ça évolue. On verra bien. CED, c'est pas Nelliger, c'est le droit de la propriété intellectuelle de base sans autorisation. T'as pas le droit de toucher au contenu. Mais il le touche pas. En fait, il faut faire attention. C'est-à-dire que nous, le contenu, on le met à disposition et on s'arrête là. C'est-à-dire que le canal par lequel tu vas le consommer, on n'est plus maître. Non, on n'est plus maître. Et d'ailleurs, même si on propose un flux RSS, c'est que tu peux le regarder sur un flux RSS ou autre. Ça fait comme sur un autre player de ton choix. Quelque part, ça fait comme si tu disais je suis musicien, j'ai créé mon CD, mais je veux pas que ce soit écouté sur un lecteur autre que Sony. C'est un peu ça. T'as pas forcément la main là-dessus. Mais là, on est un peu dans ce genre de débat-là, dans le monde du numérique, dans le podcast, dans du dématérialisé de bout en bout. Donc c'est un peu plus compliqué, je pense, à gérer de notre côté. Et encore une fois, le contenu, il le modifie pas. Donc il n'y a pas de... À part effectivement le fait que là, le vidéo passe en audio, ça c'est un peu bizarre, mais bref. Donc bon, je suis vraiment très partagé là-dessus, mais c'est pour ça que j'attends de voir leur évolution, notamment autour de la monétisation, voir ce qu'ils vont faire. Alors Dark Web, tu télécharges juste le contenu complet de la vidéo pour juste avoir l'audio. A priori oui, c'est ce qui se passe, parce que tu télécharges tout, la pièce jointe qui est dans le flux RSS du coup du podcast, puisque techniquement c'est ça, et après par contre le player ne lit que l'audio, donc ça fait quand même un sacré gros fichier à télécharger. J'ai pas encore tout vu, c'est très récent, donc j'attends de voir la suite de l'évolution de la plateforme, on verra bien. Si t'es pas ayant droit au délégataire, si t'as pas zéro droit de contenu, diffusion. Alors, mais c'est justement là où il y a un vrai trou, c'est que le podcast, t'as pas ce problème de diffusion, de droit de diffusion de contenu, comme tu pourrais l'avoir sur la musique. Sur la musique, t'as l'assassin derrière qui vient taper dessus en disant tu diffuses du contenu qui appartient à quelqu'un, donc tu dois lui payer des droits d'auteur. Sur les podcasts, t'as pas ça. Il y a pas ça. Il y a pas ça. Donc bref, voilà. On en parlera, peut-être, on suivra ça. Ça fera un bon sujet de débat. On finit du coup en retard, comme l'avait dit Nico Poppy. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, c'est ici. Mais il est content, il va avoir raison. Chris Kamikaze et Cédric Bonnet. Yep. Sur Tipeee pour nous soutenir, puisque nous, notre contenu, pour le soutenir, ça se passe sur Tipeee.com. On est indépendant, mais du coup, ça se produit grâce à vous. Cette émission est produite grâce à vous. Tipeee.com/stdrenegade. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? On a pu, grâce à vous, renouveler notre matos qui nous sert d'enregistrement pour vous êtes en 60 fps, tu vois, le génial, GPU utilise rien du tout. 60 fps, 1080p, la classe. On va diffuser en 4K pour la peine. Voilà, on a acheté un Mac Pro, justement, grâce à vous, c'est parfait. Et après, si vous voulez suivre toute l'étude de la chaîne et des différents podcasts ou pas, ou contenus en tout cas qui sont produits ici, allez voir sur studiorenegade.fr, vous allez voir l'agenda, les émissions. Tout on te retrouve demain matin à partir de 8h sur Twitch. C'est ça, comme tous les matins. Matinale. En coop. Oh, ça pleure, Guillaume il pleure parce qu'il dit vous avez pas parlé de l'eSIM dispo chez Orange, machin et tout ça. Mais et on a déjà fait beaucoup. En plus l'eSIM elle est disponible que pour les clients Orange ayant un iPhone. C'est ultra restrictif. Tu vois? Voilà. Du coup, on n'en a pas parlé. C'est que dans le cadre d'un renouvellement en plus. Donc bon, c'est bon. Du coup, on n'en a pas parlé. Allez, sur ce, à ciao. À bientôt. À plus. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Alors justement, en parlant de Linux, puisque du coup on avait décidé qu'on terminait l'émission, mais on va continuer. Est-ce que tu